Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vous suivez le Grand Dialogue sur 70 radios partenaires à travers le Mali, 2 télévisions, Énergie TV et Renouveau TV, également sur WhatsApp. Vous pouvez intervenir au 82 99 11 62. Et ce soir, nous allons parler de la rencontre entre Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. C'était mardi dernier à Koulouba et nos invités sont Maître Demba Traoré, représentant de l'opposition, Baba Dakono, représentant de la société civile. Nous avons tenté d'accueillir un représentant de la majorité présidentielle sur ce plateau, mais nos tentatives sont restées vaines. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Mardi, ils ont discuté de la situation politique et sécuritaire, la crise sociale, la situation économique et financière et beaucoup d'autres questions selon le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Nous allons faire le point d'abord avec ce reportage de Imran Akiloumaïga. Il n'y a eu aucun sujet tabou, de la crispation politique en passant par la situation sécuritaire et le projet de révision constitutionnelle. La discussion a été franche et sans détour de toutes les difficultés actuelles, nous indique Soumaïla Cissé. Nous avons discuté du Mali, de l'ensemble des problèmes qui préoccupent aujourd'hui les Maliens, les problèmes de sécurité, la crise sociale, socio-économique et financière, la crise politique. Je pense honnêtement qu'il n'y a aucun sujet d'importance aujourd'hui qui n'ait été abordé. C'est pour ça qu'il est convenu que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour approfondir la discussion et surtout trouver un mode opératoire viable et crédible de sortie de crise. De son côté, la majorité estime que cette rencontre est le début d'un processus qui vise à dégager un minimum consensuel sur des questions relatives à la réforme institutionnelle, à la sécurité et à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Mamadou Camara de la cellule de communication du RPM, parti au pouvoir. De notre côté, nous n'avons plus aucun grief à opposer à l'opposition. Nous souhaitons simplement qu'elle joue son rôle d'opposition républicaine, qu'elle s'oppose de manière constructive, qu'elle permette de faire des propositions qui aillent dans le bon sens pour que nous fassions face ensemble aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, notamment la question de la sécurité, la question de la cohésion sociale, la question du référendum constitutionnel. Les discussions entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition vont se poursuivre la semaine prochaine. Alors, Maître Demba Traoré, le chef de file de l'opposition, en acceptant de rencontrer Ibrahim Boubacar Keïta, le reconnaît-il comme président de la République? Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative de ce débat, même si je le trouve prématuré parce qu'au sortir de cette rencontre, il n'y a pas en réalité grand-chose à dire. Le président Soumaïla s'est déjà prononcé sur cette question. Vous l'avez suivi. Ils n'ont pas parlé de cette question de reconnaissance. Ils n'ont pas parlé également de la question relative à un gouvernement d'union nationale. Parce que je tiens à rappeler, depuis qu'on a annoncé cette rencontre, que ce soit les journalistes, les citoyens, chacun s'interrogeait, on nous appelait par-ci par-là pour savoir qu'est-ce qu'ils vont se dire. Est-ce que les rumeurs du gouvernement d'union nationale qui circulaient, est-ce que c'est ce qui va être confirmé? Est-ce qu'il va reconnaître le président de la République, etc. Mais le président Soumaïla a expliqué clairement à la sortie de cette audience qu'ils ont discuté du Mali. Discuté du Mali, surtout par rapport à la gravité de la situation. Vous savez, au même titre que moi, que notre pays est confronté à une crise multiforme. Chaque compartiment de cette crise, je me rappelle bien, a fait l'objet de débats au niveau de votre studio ici. Je vous en félicite. Le Mali est confronté à une crise sécuritaire. Le Mali est confronté à une crise sociale, une crise morale. Vous voyez, l'éducation, ça ne marche pas, les écoles sont fermées depuis un certain temps. En termes d'attentats de sécurité, vous avez vu ce qui s'est passé à Koulikoro. S'attaquer à un camp qui abrite pratiquement tous les formateurs de l'Union européenne, c'est un symbole fort. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Bref, le Mali se trouve aujourd'hui confronté à une situation qui nécessite un dialogue entre les fils
tous les fils de ce pays. Et nous l'avons dit, nous l'avons toujours réclamé depuis bien avant 2018. Nous avons toujours réclamé ce dialogue-là depuis bien avant l'avènement de l'accord de paix, quand la délégation malienne devait partir à Alger. Nous avons écrit aux autorités à l'époque pour que les Maliens s'asseyent autour d'une table pour parler du Mali, essayer de construire le type de Mali que nous voulons. Et en ce moment-là, on pourra tous se transporter à Alger avec une décision qui appartient à tous les Maliens et qui va être défendue par tous. Nous n'avons jamais été entendus. Maintenant, l'initiative d'appeler son frère du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est une initiative qu'il faut saluer parce que nous avons dit qu'il faut un dialogue de haut niveau. Et ce dialogue de haut niveau, le déclic ne peut venir que de lui. Des tentatives ont été faites à un moment donné auprès de Soumaïla parce que certains pensaient que de notre côté, c'est Soumaïla qui ne voulait pas le rencontrer. Donc, vous me donnez l'opportunité. Soumaïla ne le reconnaissait pas déjà comme président de la République. On peut ne pas reconnaître quelqu'un, mais ne pas. Est-ce qu'il le reconnaît aujourd'hui? Mais il ne l'a pas dit, justement. Moi, je ne peux pas l'engager ici sur ce terrain. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il le reconnaît. Et l'opposition de façon générale? L'opposition de façon générale reste soudée derrière Soumaïla. Alors, nous sommes derrière lui et nous partageons les mêmes avis que lui, nous partageons les mêmes réalités. On est solidaires. Vous avez vu, depuis les élections, toutes les tentatives ont été menées pour disloquer ce compartiment de l'opposition qui soutenait Soumaïla Cissé, compartiment qui a mené à créer le Front de sauvegarde de la démocratie. Nous sommes restés nous-mêmes. Et chaque jour qui passe, Dieu merci, ce front grossit parce que les Maliens se rendent compte de plus en plus de la réalité, de la gravité de la situation. Et je pense que ceux d'en face également ont compris cette situation. C'est pourquoi ce coup de fil est venu. Et il faut rappeler également que la communauté internationale aussi a œuvré dans ce sens parce que tous les jours que Dieu fait, M. Cissé reçoit des diplomates, reçoit des ambassadeurs, reçoit des représentants de la communauté internationale, des chefs d'État l'ont appelé, etc. Donc, c'est un homme de dialogue. Alors, ne pas reconnaître quelqu'un et refuser de discuter avec lui, ça fait deux. D'accord, nous allons y revenir. Baba Dakono, que pensez-vous de cette rencontre entre Ibeka et Soumaïla Cissé? Il y a pour parler de la rencontre déjà, qui a à mon sens deux dimensions, une dimension politique et une dimension opérationnelle. Il faut rappeler le contexte dans lequel elle est intervenue. Elle est intervenue dans un contexte politique tendu, qui rappelle un peu le contexte des années 97 au sortir de la deuxième élection présidentielle de la Troisième République. Mais avec beaucoup plus d'acuité peut-être, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était au sortir de l'élection, le président de la République élu par les institutions investies à cet effet n'était pas reconnu par une bonne partie de la classe politique, notamment M. Cissé, chef de file de l'opposition, mais beaucoup d'autres candidats qui ont participé à ce scrutin. Et tout ça, en plus de la situation sécuritaire difficile et du front social qui était toujours en ébullition. Donc c'était un contexte assez difficile et qui a évolué avec l'émergence en termes de manifestations des nouveaux acteurs qui sont les religieux, qui sont un peu venus au plan politique au premier plan pour d'ailleurs, il faut le rappeler, demander, sinon exiger la démission du Premier ministre. Donc c'est dans ce contexte qu'est intervenue cette rencontre. Donc, comme je le disais, elle a deux dimensions, où on peut y comprendre deux dimensions. La première, elle est politique, et elle est liée particulièrement au contexte, surtout au dernier événement, qui est le meeting du Haut Conseil islamique, au cours duquel il a été demandé la démission du Premier ministre. Et ce meeting, avec la mobilisation qu'il a pu avoir, a mis en évidence ce fait que les religieux ont gagné beaucoup de terrain, y compris au plan politique. Et nous avons une scène politique qui est dominée par normalement deux principaux acteurs, qui sont ceux qui gouvernent donc la majorité présidentielle et l'opposition. Et
en plus de ces deux acteurs, nous avons un troisième qui n'est ni opposition ni majorité et qui n'est même pas sur le plan politique, qui émerge avec une certaine forme de puissance. Donc il était important pour les acteurs politiques de se ressaisir parce que l'émergence de ces acteurs religieux est un risque important et pour la majorité et pour l'opposition. Et surtout qu'on est dans un contexte où une bonne partie de l'opinion a tendance à qualifier tous les acteurs politiques par le même adjectif. Tous nos problèmes aujourd'hui, c'est lié aux acteurs politiques. Donc il y avait au plan politique je dirais d'enjeu entre guillemets de l'émergence de cet acteur religieux sur le plan politique, en plus du front social qui était caractérisé par des grèves qui s'enchaînaient avec une allure intenable et pour le gouvernement et pour les gouvernés. Maintenant, au plan, la dimension opérationnelle, c'est quoi? Ça a été rappelé par Maître Demba tout à l'heure. Nous sommes dans une phase où les projections laissent entrevoir une révision de la Constitution, l'organisation d'au moins 3 élections, dont des élections législatives, mais également une situation sécuritaire toujours difficile, avec la mise en œuvre qui connaît beaucoup de retard de l'accord pour la paix et la réconciliation, avec en toile de fond cette volonté de pacification du pays. Donc on a besoin, pour pourvoir à toutes ces actions qui apparaissent au fil du temps comme des actions urgentes, d'un climat politique assez détendu, d'une certaine forme de sérénité. Donc d'un point de vue opérationnel, cette rencontre est presque incontournable pour pourvoir à toutes ces actions qui sont prévues par le gouvernement. Du point de vue politique, vont-ils faire front commun face à l'émergence de ces acteurs, notamment religieux? C'est en tout cas ce que pourrait exiger une vision politique. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs ce point de vue, ce n'est pas seulement les acteurs nationaux maliens, parce qu'il faut le rappeler, cette rencontre, si elle a été organisée à l'initiative du président de la République, beaucoup d'analyses, beaucoup d'observations font état qu'elle a été aussi organisée parce que d'autres acteurs, notamment internationaux, l'ont voulu et peut-être ont contribué à faciliter cette rencontre. Donc en fait, tous les acteurs aujourd'hui sont conscients que sur le terrain politique, avec la perception qu'ont les Maliens de la chose politique et des acteurs politiques, avec la forte mobilisation des leaders religieux, si on ne fait pas attention, si ces acteurs politiques justement ne se ressaisissent pas, on risque d'avoir un troisième acteur qui n'est pas politique et qui risque d'influencer ou de porter, de biaiser en quelque sorte le jeu politique. Allez-vous faire front contre l'émergence? Je voudrais préciser, il ne s'agit pas de faire front contre justement ces acteurs religieux, mais il s'agit de replacer chacun des acteurs dans son rôle, que les politiques s'occupent des affaires politiques et qu'ils soient acceptés et accompagnés en tant que tels. Qu'ils se ressaisissent, c'est ça votre mot. Est-ce que vous allez vous ressaisir? Alors, je voudrais rebondir sur cette question en disant, comme M. Dakono l'a rectifié tout de suite, en fait, il ne s'agit pas d'opposer les hommes politiques à ceux qu'on étiquette de religieux. C'est des citoyens de ce pays qui ont le droit de se prononcer sur la situation de notre pays. Leur meeting qui avait été organisé, ils ont invité pratiquement tous les citoyens. Ils n'ont pas exclu quelqu'un. Ils ont invité tout le monde. C'était pour se prononcer sur des thèmes bien déterminés et qui sont en phase avec la réalité de notre pays. Donc je crois qu'il faut éviter d'opposer les Maliens les uns contre les autres. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de choses n'arrivent pas à se faire dans notre pays parce que du point de vue, quand on est de l'opposition, ceux qui sont de l'autre côté pensent que tout ce qu'on propose, tout ce qu'on dit, il y a des calculs derrière. Tout le monde doit faire la politique. Mais on n'interdit pas à quelqu'un de prime abord de faire la politique. La position d'un citoyen, que ce soit du point de vue de ses fonctions, de sa profession ou de ses aspirations personnelles, peut l'exclure du champ politique. Mais de prime abord, on ne peut pas se lever, à mon avis, pour dire que X, vous devez être en dehors du champ politique. Si les textes ne l'interdisent pas, si vous-même, vous savez que vous pouvez tenir sur le terrain politique. C'est quoi la différence entre parti politique et société civile? Non, là, quand on décide d'aller sur le terrain de la société civile, c'est un pilier de la démocratie. Parce qu'il faut rappeler, vous m'amenez à rappeler que la démocratie est bâtie autour de 3 piliers principaux.
ceux qui sont reconnus comme majorité, ceux qui sont reconnus comme opposition et la société civile. La société civile ici, c'est l'ensemble de ces citoyens, des associations qui ne militent pas ni pour la majorité politique, ni pour l'opposition. Il s'agit de cela en fait. Et ça, c'est un choix également. C'est des citoyens qui décident. Baba Dakono est un citoyen de la République. Il a décidé de ne pas militer dans un parti politique, ni de la majorité, ni de l'opposition. Il a décidé de rester société civile et c'est pourquoi d'ailleurs il a été invité à ce débat. Donc je pense que ça, c'est des choix personnels. Maintenant, ce qu'il faut éviter dans les activités à mener, c'est qu'il faut éviter l'amalgame. Il ne faut pas que les gens, de par leur position, que ce soit sur l'estrade religieuse ou l'estrade autre chose, profitent de telle ou telle position pour avancer sur le terrain politique. C'est ce qui est dangereux. Sinon, pour moi, chaque citoyen a le droit, tout comme la société civile, de se prononcer sur la situation politique de notre pays. Ça se fait tous les jours. Nous avons des associations, des syndicats qui... Il y a l'essentiel des questions qui sont posées par des internautes. Alassane Diakité qui demande Soumaïla Cissé à rencontrer le président de la République en qualité de quoi? C'est sa question. Je pense que Soumaïla a été très clair. Il dit que son aîné l'a appelé au téléphone. Vous savez, notre société est bâtie sur des valeurs qu'il ne faut jamais ignorer. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta est le grand frère, c'est l'aîné. Il a appelé son jeune frère et je crois que c'est ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même l'a dit. Il dit, j'ai pris le téléphone pour appeler mon jeune frère. Donc, le jeune frère a répondu à l'appel de l'aîné. Je pense que c'est ce qui a été expliqué par les deux. Le jeune frère répond-il à tous les appels de l'aîné? Alors, c'est la première fois depuis les élections de 2018 que l'aîné appelle le petit frère. C'est la première fois. Et le premier appel a été répondu. Sinon, il y a eu des tentatives. Des gens sont venus pour essayer de concilier les positions, qui ont souhaité effectivement que l'aîné... Concilier les positions. Alors dans ce cas, pourquoi le jeune frère n'a pas accepté l'aîné comme président de la République? Oui, mais ça, ce n'est pas le jeune frère lui-même qui a fait de lui ce qui s'est passé aux élections présidentielles. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas révéler ici pratiquement tout ce qui s'est passé. Vous avez certainement reçu le document que nous avons élaboré sur la question. Quand vous partez à une compétition et que vous avez la certitude, avec tous les efforts que vous avez déployés, que vous avez été triché, ce n'est pas interdit de le dire. Et à titre de rappel, M. Ibrahim Boubacar Keïta continue à dire que lui, il a été triché en 2002. Soit 16 ans après, il continue à le dire. Mais que M. Cissé le dise 3 ou 4 mois après les élections, ça ne sera pas, on ne peut pas assimiler ça à un crime. Et c'est un droit pour lui. Il n'est pas obligé de reconnaître. Nous sommes en démocratie. Vous savez, nous sommes dans un pays où des gens ne savent même pas, ne connaissent même pas le nom du Premier ministre Mali. Donc, il y a ces réalités aujourd'hui, on ne peut pas les occulter. Donc, vous avez le droit, l'individu a le droit de ne pas accepter X ou Y. Et surtout, quand ce droit est fondé sur des réalités qui sont partagées par bon nombre de Maliens. Mais vous avez vu les mouvements qui ont eu lieu après les élections, au-dedans et au-dehors, toutes les mobilisations dans les capitales européennes, etc., aux États-Unis, des Maliens qui se sont mobilisés pour contester. Mais tout ceci ne peut pas être manipulé. Tout ceci ne peut pas être installé dans le mensonge. C'est que quelque part, il y a un grain de vérité. Et je pense que même les organisations de la communauté internationale ont compris beaucoup de choses. Mais pour la paix dans notre pays, pour que la sécurité revienne dans notre pays, le jeune frère a accepté de répondre à l'appel de l'aîné parce qu'il a mis le Mali au devant. Vous savez, ce qui nous réunit tous, c'est le Mali. Aucun sacrifice n'est de trop pour le préserver. Et je pense que M. Cissé a donné le ton, non seulement depuis le premier mandat de M. Keïta, mais même maintenant, il continue à le faire. Le fait de se déplacer pour aller... la majorité présidentielle, mais nos tentatives sont restées vaines. Une question, Baba Dakono, qui nous vient d'un internaute également, Aliou Al-Djouma, qui demande si cette rencontre va sortir le Mali de l'ornière.
C'est peut-être la grande question, et c'est aussi cette question qui est peut-être à l'origine également de beaucoup de déceptions, parce que quand on présente les choses ainsi, peut-être les choses ont été aussi présentées ainsi en vue de l'élection présidentielle. On a l'impression que, on a donné l'impression que l'élection présidentielle allait résoudre tous les problèmes des Maliens en 2013. Malheureusement, tous ces problèmes n'ont pas été résolus. Encore une fois, si on donne l'impression que cette rencontre va résoudre tous les problèmes, peut-être que les déceptions vont se transformer en frustration et plus tard en grief, et donc être à l'origine d'autres types de blocages. Mais cette rencontre permet, dans tous les cas, de créer les conditions favorables, comme je l'ai dit, pour faire face à certaines questions nationales qui deviennent des impératifs au fil du temps. On a parlé de la question de la révision constitutionnelle, on a parlé du processus de paix qui doit englober beaucoup plus qu'il ne connaît aujourd'hui, la sécurité, la cohésion sociale, le front social. Donc il y a d'énormes questions qui sont d'ordre national qui doivent être prises en compte, et cette rencontre a le mérite de faciliter ça. Mais maintenant, il y a d'autres types de difficultés auxquelles on pourrait faire face au-delà de cette rencontre, parce que la rencontre, elle a concerné le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition. Et on sait que l'opposition aujourd'hui au Mali, et d'ailleurs elle l'était depuis avant aujourd'hui, elle est plurielle. Elle est plurielle, et en son sein, c'est pas Maître Demba qui va dire le contraire, il y a certaines formes de rivalité qui sont des rivalités inhérentes au jeu politique. D'ailleurs, même aujourd'hui, on parle de front de sauvegarde de la démocratie, mais de l'autre côté, il y a une autre coalition qui comprend Mettal, qui comprend l'ancien ministre de l'Éducation nationale du parti CODEM. Donc, on a une opposition aujourd'hui plurielle. Donc, au-delà de créer un consensus ou un cadre consensuel sur des questions nationales entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, il y a ce cadre aussi qui doit englober au-delà des d'autres acteurs. Donc ça fera qu'avec les questions de rivalité interne, les questions d'agenda, ça pourrait être beaucoup plus difficile que cette rencontre. Donc en fait, cette rencontre, elle est salutaire, mais ce n'est pas tout. Il y a de gros défis qui sont à envisager après cette rencontre. Le défi de réunir une grande partie de la classe politique autour de ce qui va ressortir comme étant l'essentiel pour pouvoir avancer. Toujours sur Facebook, il y a Ibrahim Diko Aldjouma qui dit « Je ne pense pas que cette rencontre aboutira à quelque chose, mais plutôt des nominations arbitraires en faveur de l'opposition. » Alors je pense que pour répondre rapidement à cette question, M. Soumaïla Cissé a été très clair. Ils n'ont pas parlé de gouvernement. Il n'est pas parti à Koulouba pour aller discuter de postes. Il a été très clair. Je pense que sur ce plan, les gens peuvent lui faire confiance. Mais si on proposait des postes à l'opposition? Alors on n'est pas à ce niveau. On n'a pas proposé de postes. On n'a pas réclamé de postes. Si on le propose. J'ai dit on n'a pas proposé de postes. On n'a pas réclamé de postes. Ce que je voulais dire, peut-être que l'agencement des idées, ça pourra permettre à cet internaute que je salue du passage de comprendre, surtout à la suite de Baba Dakounou. Cette rencontre en soi ne règle pas les problèmes du Mali. Cette rencontre doit déboucher normalement sur un dialogue politique de haut niveau, incluant pratiquement toutes les forces vives de la nation. C'est ça la réalité. Il a parlé d'opposition plurielle. Il n'y a pas que l'opposition aujourd'hui, que ce soit dans sa pluralité, intéressée par la crise majeure qui secoue notre pays. C'est tous les fils et toutes les filles de notre pays. Aujourd'hui, le centre est en train de nous échapper. Comment résoudre les problèmes du centre? Nous avons un accord de paix qui ne concerne pas le centre du pays. Donc aujourd'hui, il y a de véritables problèmes qu'il faut résoudre. Pour résoudre ces problèmes-là, il faut réunir pratiquement tous les Maliens autour d'un dialogue politique national. Et c'est au cours de ce dialogue qu'on va retracer les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quelle réponse politique de la classe politique tout entière il faut à la question sécuritaire? Quel type d'organisation de notre société nous voulons aujourd'hui? Vous avez vu qu'il y a eu des tentatives de découpage administratif, de découpage des collectivités. Alors, quel type aujourd'hui de découpage il faut pour notre pays? Quel type de représentation à l'Assemblée nationale, dans les collectivités, il faut?
pour notre pays. Surtout qu'il y a un aspect qui est très important. Vous avez fait référence à la réaction d'un internaute. Nous avons aujourd'hui de plus en plus de jeunes compétents qui sont très actifs, qui sont intéressés par la chose politique, qui s'intéressent à la situation du pays en un mot. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la jeunesse soit mieux représentée au niveau des instances de décision, au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, dans les collectivités, etc. Donc, notre pays a besoin de véritables réformes aujourd'hui. Et pour ça, il faut réunir tout le monde. Et celui qui peut impulser ce dialogue-là, c'est celui qui est considéré aujourd'hui par bon nombre de citoyens comme étant le président de la République. Et c'est M. Ibrahim Boubacar Keïta. Alors c'est pourquoi j'ai dit, à la suite de cette rencontre, normalement ils ont prévu qu'il y ait d'autres rencontres qui vont se faire. Et certainement après ces rencontres-là, on saura pratiquement qu'est-ce qu'il faut, sur quoi ce dialogue politique va être bâti. En tout cas, de mon point de vue, les Maliens doivent se parler autour du Mali pour qu'on trouve les solutions auxquelles les Maliens sont confrontés. Le Malien aujourd'hui a envie d'aller à l'école sans problème. Le Malien aujourd'hui a envie d'aller visiter son parent qui est à Guelhok, qui est à Koro, sans difficulté, sans tracasserie. Le Malien a envie de manger aujourd'hui sans problème. Les fonctionnaires ont besoin aujourd'hui de valoriser leur travail, d'avoir un salaire conséquent. On nous avait annoncé qu'il y aura en janvier une conférence sociale pour prendre en charge pratiquement toutes ces demandes de valorisation de salaire. Nous sommes au mois de mars aujourd'hui, nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu. Il faut qu'on sorte de ce cycle de mensonges. Il faut qu'on dise la vérité aux Maliens. Qu'est-ce qui peut être fait? Ça doit être fait comment? Ça doit se réaliser comment? Il faut qu'on arrive à ça. Il faut gouverner avec la vérité. Il faut changer la gouvernance. Quand vous dites on, vous parlez de gouvernement et opposition ou vous parlez... C'est tout le Mali. C'est tout le Mali. C'est tout le Mali aujourd'hui. Qui vit dans le mensonge. Non, je ne dis pas que c'est tout le Mali qui vit dans le mensonge, mais ceux qui ont la charge de diriger les Maliens aujourd'hui, c'est eux qui proposent des cadres de vie pour les Maliens. Et tous ces cadres-là sont bâtis en réalité la plupart sur du mensonge. Quand on vous dit on va faire ça demain, demain arrive, il n'y a rien, on repousse. Vous avez vu les élections? Depuis combien de temps on repousse les dates des élections? La seule élection qui a pu se tenir à date, c'est l'élection présidentielle, parce que là, on était tenu par des délais constitutionnels. Mais cette situation existe depuis quand? Cette situation a existé depuis quand? C'est depuis le premier mandat de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Les élections communales qui devaient se tenir ont été repoussées. Vous le savez, on devait tenir. N'a-t-elle pas participé à ça? Mais on a participé aux élections. Mais je vais vous dire tout simplement, je vais mettre l'accent sur l'impréparation. On fait comme si une élection, ça nous tombe dessus. Alors qu'on le sait en avance. Les mandats sont connus, que ce soit à la mairie, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la présidentielle. C'est 5 ans. C'est connu de tous. Vous avez vu la demande de prorogation du mandat des députés. Les motifs qui a soutenu ça, l'avis qui a été envoyé de l'Assemblée, la demande d'avis de l'Assemblée, c'était pour dire que, alors, on n'a pas pris en charge la loi, le nouveau recensement. Parce que vous savez, le nombre de députés, c'est une loi qui fixe le nombre de députés et c'est fixé sur la base du recensement de 1996. Il y a eu un recensement à partir de 2005-2006 qui, normalement, doit être accompagné par une nouvelle loi pour fixer le nombre de députés. Cela n'a pas été fait. Donc, c'est un des motifs choisis par l'Assemblée nationale pour demander la prorogation. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas qu'on avait recensé les Maliens. On ne peut pas le dire. Gouverner, c'est prévoir. D'accord. C'est prévoir. Je l'avais dit, il est possible également de réagir sur WhatsApp à travers le 82 99 11 62. Et nous allons écouter déjà cette réaction. Bonjour, Brema Mamadou Kone, communément appelé Patrice Émérite Lumumba. Je pense que cette rencontre est une décrispation de l'association sociopolitique post-électorale et un début du dialogue social et politique entre l'ensemble des formations politiques du Mali et le gouvernement.
parce que le gouvernement a la responsabilité aujourd'hui au regard de la gouvernance sociale et de la crise sécuritaire de créer les conditions de participation de l'ensemble des formations politiques, que ce soit de l'opposition ou du centre, au dialogue politique et social, aussi bien que l'ensemble des organisations de la société civile. On peut se demander si cette rencontre ne donne pas déjà les prémices de la formation d'un gouvernement d'union nationale, d'un gouvernement de cadre ou d'un gouvernement de mission. Ce gouvernement d'union nationale ou de cadre aura comme mission d'organiser la révision constitutionnelle, d'organiser les prochaines échéances électorales, que ce soit les législatives, les élections régionales et les élections sénatoriales, la révision constitutionnelle, la révision de la loi électorale et aussi, pourquoi pas, la révision du système électoral pour l'adapter aujourd'hui aux besoins de la classe politique. D'accord, Baba Dakono, va-t-on vers un gouvernement d'union nationale? Je ne saurais le dire. Le plus important, je pense que c'est de créer ce cadre consensuel sur les questions nationales. Cela pourrait impliquer un gouvernement d'union nationale si les acteurs estiment que c'est ce gouvernement d'union nationale qui pourrait prendre en charge ces questions. Mais cela pourrait aussi rester sur un simple cadre, peut-être même informel, qui va concerner les acteurs politiques. Donc, à mon sens, tout va dépendre de comment les acteurs envisagerait cette gestion qui doit être vue d'un point de vue ad hoc. C'est vrai que beaucoup de gens estiment que la situation du pays ne permet peut-être pas d'opposition parce que nous sommes dans un contexte de fragilité quasi extrême et qu'on devrait avoir une sorte de consensus. Mais le consensus ou la gestion consensuelle du pouvoir, on a déjà une expérience au Mali sur ça et je ne suis pas sûr que cette expérience soit de bout en bout bonne et partagée de façon unanime par les Maliens. Donc je pense qu'on a déjà une expérience par rapport à ça. Si on doit repartir sur ça, il est important que cette fois-ci, ça soit bien défini. La force d'une démocratie, quelle que soit la fragilité du pays aujourd'hui, la force d'une démocratie, c'est justement une démocratie dans laquelle il y a des voix pour, il y a des voix contre. Donc il y a une pluralité d'opinions et elle s'exprime et elle est prise en compte. Et quand on va vers des calculs politiques qui font que tout le monde à un moment participe à la gestion du pouvoir, il sera difficile d'attirer l'attention sur les défaillances. Vous savez, entre 2013 et 2018, il y a eu peut-être des succès, il y a eu peut-être des limites, mais ces limites, l'attention a été attirée sur ça parce que justement, il y avait des gens qui essayaient de comprendre ces limites-là, qui partageaient, qui ont fait écho sur ces limites-là. Donc, c'est peut-être important. Donc, finalement, que ce soit gouvernement d'union nationale ou simple condition à travers un cadre de gestion consensuelle des questions nationales, il doit être vu d'un point de vue vraiment court et au maximum moyen terme. L'opposition veut-elle un gouvernement d'union nationale? Alors, j'abonde dans le même sens que M. Dakono en disant que nous avons décidé d'aller à l'opposition depuis 2013. C'est pour remplir, si vous voulez, les différents piliers de la démocratie. Mais est-ce que l'opposition veut aujourd'hui un gouvernement d'union nationale? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat au sein de l'opposition aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, autour d'une question de gouvernement d'union nationale. Il n'y en a pas. Il y a des débats autour de quoi alors? Il y a les débats autour du Mali. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Mali puisse sortir de cette situation? Est-ce que dans les propositions de solutions de l'opposition, un gouvernement d'union nationale en fait partie? Dans nos propositions, ça ne fait pas partie. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, je vous ai dit, et je vais revenir là-dessus, j'ai dit aujourd'hui, il faut un dialogue politique national de haut niveau. On peut considérer d'une manière ou d'une autre que le ton a été donné à partir de cette rencontre. Des promesses d'autres rencontres sont tenues. Et je pense que c'est ce cadre qui doit être approfondi, à mon avis, au niveau de ces rencontres-là, pour que le dispositif se mette en place pour aller vers ce dialogue qui va réunir tous les Maliens. C'est ça le plus important aujourd'hui. Il faut qu'on s'entende sur les solutions à apporter aujourd'hui à la crise sécuritaire.
aux différentes crises qui secouent notre pays. D'accord, Baba, il y a eu beaucoup de rencontres. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle rencontre va changer? Beaucoup de rencontres à quel niveau? Au niveau national, la rencontre par exemple concernant le processus de paix, concernant l'accord de paix, mais après cette rencontre également, ça a été l'accord de paix est toujours dénié par certains. Alors qu'est-ce qu'une nouvelle rencontre autour des problèmes que vit le Mali aujourd'hui va changer? J'ai peut-être pas toutes les informations, mais j'ai pas connaissance d'une rencontre qui ait inclus tous les acteurs qui pourraient participer à une rencontre de type national. Mais peut-être j'ai pas toutes les informations. Est-ce qu'on peut tenir même aujourd'hui une rencontre qui va impliquer tous les acteurs? Je pense que la possibilité serait peut-être pas la bonne question, mais la question ce serait la nécessité. Tout à fait. Je pense que tous les acteurs sont unanimes sur ça, qu'il faudrait qu'il y ait ce cadre d'expression. Et d'ailleurs, toutes les formes de contestation qu'on remarque sont généralement bâties autour d'espaces d'expression. En fait, les gens sont très souvent dans la contestation, pas parce qu'ils sont mal à l'aise face de la gouvernance, souvent, bien entendu, mais parce qu'ils estiment que la contestation reste la seule forme d'expression. Donc, il faudrait qu'on ramène les gens à une forme d'expression qui n'est pas contestateur. Il faut qu'on crée cet espace-là. Oui, ça c'est par rapport à la nécessité, mais par rapport à la possibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte, c'est possible? Une fois que le problème est pris par le prisme de la nécessité, la possibilité il n'y a plus de place pour la possibilité. Ça veut dire qu'on y va. On a pris ici l'exemple de l'élection présidentielle qui est pratiquement le seul scrutin qui a pu se tenir au cours des 3 dernières années parce que les gens ne se sont plus posé la question de la possibilité, mais on est allé sur la base de la nécessité. La même chose pourrait se faire. Je pense que c'est un premier pas, cette rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. Il y a des rencontres parallèles où on a vu certains états-majors de partis politiques, qui soient de l'opposition, de la majorité ou même du centre, se rencontrer. Et heureusement, on est dans un contexte malien où il y a des relations interpersonnelles entre les acteurs politiques au-delà des relations politiques. Et certainement qui ont joué pour ces rencontres parallèles-là. Je pense que maintenant que les acteurs politiques le comprennent, qu'ils le partagent et que ce soit élargi au-delà des acteurs politiques à tous les autres acteurs qui peuvent avoir une opinion et qui l'ont d'ailleurs. Et qu'on crée ce cadre d'expression. Vous savez, vous avez parlé de rencontres. J'ai dit, il n'y a pas eu ces rencontres inclusives, mais il y a eu en 2013 2 rencontres. Une première rencontre sur le Nord, les États généraux, une autre sur la décentralisation. Quand vous avez suivi, à chacune de ces rencontres, c'était devenu presque un tremplin. Les gens sont venus plus pour partager leurs frustrations que parler du contexte ou de l'événement pour lequel ils ont été invités. Donc tout ça, depuis 2013, on sentait la volonté pour les Maliens de s'exprimer sur certaines questions nationales. Mais on l'a fait par petits bouts. Il est peut-être temps de le faire à travers un grand ensemble. Et il y a Ibrahim Aïdara qui pose une question sur Facebook. Pourquoi la société civile ne se réunit pas pour désamorcer la crise entre le président et les religieux? Il y a une crise entre le président et les religieux. C'est sa question. Je ne suis pas, encore une fois, je dois me mettre à jour par rapport aux informations. Cette crise non plus, je ne suis pas au courant encore. Que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile, que ce soit les groupes syndicaux, il n'y a pas d'ensemble monolithique. Au Mali, nous avons la chance d'avoir des ensembles avec une certaine forme de pluralité. Ce n'est pas mauvais, ça veut juste dire que la réflexion pourra être beaucoup plus productive quand chacune des voix est entendue. Donc maintenant, encore une fois, on va revenir à cette question de rassembler tout le monde. Et la société civile, tout comme la classe politique, ne doit pas être vue comme un grand ensemble monolithique où c'est une seule voix. La société civile, elle aussi, elle est plurielle. Il y a une société civile qui pense X, une autre qui pense Y. Mais tout ça, c'est encore ce que permet la démocratie, c'est-à-dire la diversité des points de vue. Et encore une fois, et je reviens à la question fondamentale qui est de savoir si la société civile pourrait intervenir pour désamorcer une crise. Non seulement je ne suis pas au courant de cette crise, mais je sais, peut-être ça va me permettre de revenir à la première question pour laquelle je ne suis pas sur la même longueur d'onde que Maître Demba, par rapport à l'influence des leaders religieux sur le champ politique. C'est en fait une confusion qui a été créée par les politiques qui ont au fil de l'histoire fricoté avec ces leaders religieux, qui ont utilisé cette capacité de mobilisation de ces leaders religieux, qui aujourd'hui, qui sont soit dans l'autre ou l'autre camp, se retournent contre elles. Les lignes de démarcation dans le jeu politique sont claires. C'est vrai qu'en tant que citoyen, on peut décider de s'engager en politique, mais quand on est dans le cadre corporatif, pour les magistrats, il est interdit, pour les préfets, il est interdit, et pour les leaders religieux,
c'est la religion. Le jour où il fait de la politique, nous avons des religieux qui se sont présentés candidats à l'élection présidentielle. Il y a Youssouf Hassan Diallo, il y a Modibo Sangaré, le dernier c'est Cheikh Harouna Sangaré. Donc ils ont décidé de venir sur le terrain politique, mais en politique. Mais quand on anime une prêche à la mosquée, le contenu, c'est sur la loi musulmane. Les lois musulmanes, peut-être qui parlent de gouvernance de la cité, oui, mais pas au point de faire une organisation politique ou de participer à une certaine forme de suffrage. C'est le danger qui guette la politique, où finalement, on va penser que finalement, les leaders religieux sont incontournables dans le jeu politique. Et quand je parle de danger, je parle de ça. D'accord. Sur WhatsApp, Sekou Sidi Diawara, étudiant à la faculté des sciences politiques de Belgrade, pose cette question. En quoi cette rencontre pourra-t-elle impacter sur le quotidien du Malien lambda qui semble être pris au piège entre pauvreté et insécurité? Maître Demba. Bon, on va revenir sur les éléments de réponse qu'on avait déjà donnés. Je pense qu'on a déjà dit insuffisamment que cette rencontre en soi ne règle pas les problèmes du Mali. Ça ne règle pas en soi les problèmes du Mali. Ça doit être un déclic pour aller vers la résolution des problèmes des Maliens. En quoi faisant, le mode opératoire que nous avons proposé, c'est ce dialogue national-là, et qui va regrouper tous les acteurs, les partis politiques, les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, les organisations de femmes, tout le monde, tous les Maliens, sans exception, ceux qui sont au niveau de la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur. Vous avez vu déjà, j'ai vu une note dans la presse du Conseil supérieur de la diaspora qui donne le ton déjà, qui n'est pas d'accord avec le couplage du référendum proposé pour le mois de juin avec les élections législatives. Donc ça veut dire que tout le monde est concerné aujourd'hui par la situation de notre pays. Donc il est nécessaire, même obligatoire, qu'on aille à ce dialogue politique-là. C'est à partir de ça que les décisions qui seront prises, les orientations qui seront données dans ce cadre-là. Une rencontre, vous proposez même un dialogue aujourd'hui. Alors la question qui va se poser, qui va laisser quoi ou qui doit laisser quoi? Mais on n'est pas dans le dialogue pour le moment. Oui, mais si on devait y être aujourd'hui, qui va laisser quoi? Surtout entre gouvernement et opposition. Alors, vous ne pouvez pas définir ça en avance. C'est extrêmement difficile. Il faut que les acteurs se réunissent. Ce n'est pas le gouvernement. Le dialogue politique ne réunira pas seulement le gouvernement et l'opposition. C'est tous les Maliens, comme je l'ai dit, les organisations de la société. Vous ne pouvez pas dire en avance que bon, si on va au dialogue, voilà ce qu'on va laisser. C'est un débat qui va se faire autour des problèmes du pays. Ce n'est pas un débat de personne. Ce n'est pas un débat qui va impliquer la personne de M. Ibrahim Boubacar Keïta ou celle de M. Cissé. D'accord. N'est-ce pas la question qui va être au centre des échanges? Qui va laisser quoi finalement? Je pense que l'acteur politique était le mieux placé pour répondre à cette question, mais il a donné son avis. L'avis de la société civile est aussi intéressant. Ouais, on n'a pas le contenu de qui va laisser quoi, mais ce qu'on comprend de ce que Maître Demba dit tout à l'heure, c'est qu'ils sont dans tous les cas prêts à laisser quelque chose. Et si le président de la République a appelé le chef de file de l'opposition, c'est qu'il consent aussi à laisser quelque chose. Donc, sans être dans le secret des dieux ou sans être de façon anticipative, sans savoir de façon anticipative ce qui sera dit au cours des prochaines rencontres, le plus important, c'est de savoir que les acteurs sont déjà disposés à le faire. Et c'est le plus important et c'est sur ça qu'il faut capitaliser. Va-t-on y parvenir? Ça va dépendre de la méthode et de comment on va faire face aux autres défis. Parce que comme je l'ai dit, c'est un premier défi, cette rencontre, mais il y a d'autres défis au-delà de ces deux acteurs qui attendent l'ensemble de la classe politique malienne. Donc c'est encore une fois à elle de démontrer sa maturité et de préserver et de mettre, comme ils aiment le dire, l'intérêt national au-dessus des intérêts partisans. Et c'est ce qui met fin à ce débat. Nous avons tenté d'inviter un représentant de la majorité présidentielle, mais ces tentatives sont restées vaines. Merci à nos invités, Maître Demba Traoré qui a représenté l'opposition, Baba Dakono, la société civile, à la régie vidéo Salim Diawara, régie audio assurée par Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.